Bonjour mes chers amis cinéphiles. Non, j'aime vraiment pas ce terme. Attention, je vais parler du scénario des films. Pour faire simple, spoiler. Je vais donc parler de 23 films que j'ai pu voir en 2016 sous leurs 4 meilleurs critères et un défaut. Au début, je voulais faire un bilan de tous les films que j'avais vus. Mais il y avait des films très bons mais durs à décrire et des films qui étaient géniaux mais juste sur un critère. Donc j'ai décidé de réduire à 23. Mais comme je n'ai pas essayé de trouver des critères pour rien, je les listerai à la fin pour les curieux. Les critères sont la réalisation, le scénario, les dialogues, les personnages, les acteurs, l'image, la bande sonore, le montage, les décors, le rythme, le sous-texte, le symbolisme, les conditions de tournage et le fait que ce soit une suite. Le seul critère que je ne prendrai jamais en compte, c'est le respect du matériau de base. Pour l'exemple, l'auteur du livre Le Monde de Charlie est aussi le réalisateur et le scénariste du film du même nom sorti en 2013. Une scène très importante émotionnellement dans le livre n'a pas été gardée au montage car elle desservait le message du film, qui n'est absolument pas le message du livre. Mais revenons au bilan où les films seront classés par ordre chronologique de sortie. Mais juste avant de commencer, voici la liste des films que j'aurais voulu voir en 2016. Numéro 1, The Hateful Eight, mon film préféré de 2016 sans hésiter, surtout que je l'ai vu en format original, mais on y reviendra. Tarantino n'est pas surnommé le roi du scénario pour rien. Il le démontre encore une fois avec ce film qui n'a failli pas voir le jour. Un des agents d'acteurs avait mis le scénario sur internet. Minimum 3 ans de travail qui était bon à acheter à la poubelle, mais il en faut plus pour décourager Tarantino. Le scénario est pour moi une réussite totale, car si tu ne te souviens pas de tout ce qui a été dit, eh ben, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le dernier dilemme du film. Les acteurs sont géniaux comme d'habitude. Les petits nouveaux chez Tarantino, surtout Walton Goggins, ne sont pas mangés par les habitués tels Samuel Jackson, Tim Roth ou Michael Madsen. Et Jennifer Jason-Leigh, qui est le seul personnage féminin principal, elle en prend plein la gueule durant l'entièreté du film. Sa réalisation est pour ce film en deux parties. La première, avant l'entrée dans le chalet, qui est très posée et très étouffante dans la calèche, et la deuxième dans le chalet, qui est beaucoup plus explosive et qui suit les personnages tel un personnage à part entière, comme espionnant chacune des conversations et méfaits de chacun, telle la mort qui se délecterait de ce spectacle. C'est l'histoire de Tarantino qui trouve une caméra de 1966. Il l'a montrée à son directeur photo qui lui a dit qu'elle était HS et incompatible avec les objectifs d'aujourd'hui. Tarantino lui a ensuite demandé s'il pouvait tourner son prochain film avec. Son directeur lui a répondu par l'affirmatif. Que dire de plus? L'image est vraiment belle, que ce soit dans la neige ou dans le chalet avec des effets de style bienvenus, telle une demi-bonnette. Il y a une scène où un groupe doit aller mettre une corde pour rejoindre les WC sans être soufflé par la tempête. Mais la musique durant cette scène est tellement stridente que j'ai failli me boucher les oreilles. C'était étrange. 2. Deadpool. La déception n'a pas été au rendez-vous. J'ai vraiment adoré ce film qui me semblait durer seulement 30 minutes. Les dialogues sont clairement le point fort de ce film. Le nombre de punchlines est élevé, les cassages du quatrième mur et blagues graveleuses sont légion, mais n'est-ce pas ce qu'on attend d'un film Deadpool? La bande sonore du film est monstrueuse. En fait, chaque chanson qui illustre une scène est utilisée à son maximum. Dans le cinéma, il y a 4 étapes fondamentaux pour le sens d'une musique. S'ils sont utilisés en même temps, alors la musique marche forcément. Par exemple, Mr. Sandman, sur la scène de la torture, est utilisé en tant qu'accompagnement de l'ambiance, troisième état, et d'expression des couches langagières du psychisme du personnage, quatrième état. Le rythme d'alterner flashback dans une même scène est une technique courante. Mais pour le personnage de Deadpool, c'est comme si c'était lui qui racontait son histoire en voix off et qui était conscient de le faire. C'est comme si le film avait un cinquième mur. La palette graphique est vraiment jolie dans le film, et il y a vraiment des plans qui donnent des frissons, tel le plan quand Deadpool sort du tas de cendres ou le plan de Stanley. Une idylle amoureuse et une reconstruction faciale ne sont pas des enjeux pour un personnage comme Deadpool, mais le problème c'est que je n'en vois pas d'autres pour introduire un personnage immortel et invincible. 3. Zootopie. Comment dire? Un film Disney qui se passe dans une ville où les animaux évoluent dans différentes biozones? Bah je dis oui. Le sous-texte, antiracisme, par les animaux carnivores considérés comme une menace, anti-machiste, Judy doit affronter une concurrence masculine et un chef, xénophobe, n'habitant pas à Zootopie, Judy est considérée comme une étrangère, ou Judy qui pense que tous les renards sont méchants, sur le pouvoir des médias qui tirent des conclusions alors que l'enquête n'est même pas encore finie. Le sous-texte est omniprésent dans le film, et c'est vraiment bien de le faire avec l'analogie homme-animaux telle La Fontaine à son époque. Les personnages sont vraiment bien traités, ils ne sont pas noirs ou blancs, le parrain aurait pu être traité plus brutal, mais ils ont su trouver une bonne mesure. Le Yak Yoga, le chef, le léopard noir, Flash, juste Flash mériterait un film sur lui. Ils ont tous une touche mémorable, même les plus secondaires. Les biozones sont d'un détail. La chanson d'introduction quand Judy arrive dans Zootopie nous montre vraiment la grandeur de la ville. Chaque détail pour chaque animal est vraiment bien trouvé. Surtout la scène de la contrebande de Nick avec ses glaces pour rongeurs qui sortent du travail. La réalisation est léchée, l'enquête faite par les héros est vraiment inquiétante. On est comme le troisième protagoniste, on en sait un peu plus que Judy, mais Nick en sait beaucoup plus que nous. Le problème du film, c'est que j'ai deviné la fin au bout de 20 minutes à cause d'un mot. Les mots Programme d'intégration des mammifères ou The Mammal Inclusion Initiative, en anglais, j'ai vérifié, sont dits plusieurs fois par la méchante brebis ou Bellwether. Sauf que les rhinocéros, les éléphants ou le chef sont des mammifères. Donc c'est bizarre qu'elle ait créé un programme illogique. C'est forcément la méchante. 4ème, The Revenant. Ce film m'a détruit que ce soit en termes de réalisation ou le combat avec l'ours.
Surtout que j'avais pratiquement le nez collé à l'écran. Bon, ça on s'en fout. Comment dire que les conditions de tournage sont un peu extrêmes. DiCaprio a dû prendre tellement sur lui pour ce rôle. La scène de l'eau glacée et du cheval sont horribles pour l'essence. Autre petit aparté, je ressens les films jusque dans mes nerfs. Si l'acteur se coupe ou se blesse à un endroit tel les yeux ou les mains, par exemple, je vais sauter sur mon fauteuil et me tenir la main pendant 5 minutes. Ça surprend les voisins. Une chose à dire, le plan séquence du début. Il s'était déjà exercé à ce travail avec Birdman, mais là c'était à un niveau, surtout dans un décor naturel. Le combat contre l'ours était aussi insupportable tellement sa réalisation nous faisait ressentir les chocs et les attaques. Les décors sont majestueux. Le fort typique en bois est vraiment bien recréé. Je ne m'y connais pas en architecture, mais je pense vraiment que les forts devaient être faits de cette façon. Les décors naturels sont aussi splendides. L'image de ce film a quelque chose en plus. Elle n'est ni trop propre ni trop faible. Surtout que les deux choses que les caméras ne supportent pas sont bien les grandes chaleurs et le grand froid. Que même avec le budget confortable du film, le réalisateur n'avait pas un temps illimité pour tourner. L'hiver vient rapidement dans le Grand Nord. Blink, blink! Le film a un lot incontestable de qualité. Mais le rythme est lent. Quand tu commences avec une scène si tonique, puis la scène de l'ours, et après c'est lent. Notamment la convalescence de DiCaprio et la fuite du personnage de Tom Hardy. Après, c'est excusé par le fait que c'est pour mieux nous faire ressentir les difficultés et le temps passé dans le grand froid. Mais le rythme était mieux géré dans Birdman. Peut-être que le réalisateur n'a pas voulu supprimer les plans qu'il a eu autant de mal à avoir. 5. High Rise. Ce film m'a questionné sur le fait de mon appréciation du cinéma et surtout d'un genre de cinéma que j'affectionne particulièrement quand il est bien fait, la dystopie. Et je ne sais toujours pas si j'ai aimé le film. Je l'ai trouvé très intéressant sur beaucoup de points, mais il doit me manquer des clés pour le comprendre. Le sous-texte est omniprésent dans le film, mais il est très compréhensible. Le microcosme d'une société de consommation, le pouvoir de la télévision, les valeurs qui ne sont pas les mêmes d'une catégorie sociale à une autre, le Candide qui doit se confronter aux nouvelles règles, etc. Mais le problème vient du symbolisme, où je n'ai absolument pas toutes les clés pour le déchiffrer. Pourquoi alors l'avoir mis dans les meilleurs atouts? C'est rare de voir un film où le réalisateur n'a pas peur de montrer autre chose, et la dystopie se prête très bien à ce jeu. Les décors sont vraiment bien faits, on se croirait vraiment dans cette tour qui aurait été créée entièrement pour le film. Une vraie sensation de vertige s'y dégage. L'ascenseur est aussi vraiment bien trouvé avec ses miroirs. Les acteurs sont vraiment bons, Tom Hiddleston en tête, la femme de Luke Evans, le petit garçon sont vraiment tout en nuances et nous font respirer dans les scènes où ils interviennent. Luke Evans campe un homme miné par le travail et alcoolique, mais ce n'est pas son meilleur rôle. Il est brillant, en personnage plutôt gentleman et soigné. Le contexte extérieur est vraiment trop mis en second plan. Et ça dessert totalement le propos. Il n'y a pas de police qui s'étonne de voir les voitures en piteux état, des enfants manquer l'école et le présentateur vedette disparaître du jour au lendemain. Trop de questions externes à l'histoire qui auraient dû avoir une réponse, même une toute petite, pour être vraiment immergé dans leur monde. 6. Civil War. Je ne m'attendais à rien de ce film car quand tu connais le casting des suites, tu sais que les héros sont intouchables. Surtout que je ne m'étais pas remis de ma déception sur Age of Ultron. Ces deux films auraient pu être mis ensemble, personne n'aurait vu la différence. Ce n'est peut-être pas le film de l'année, mais c'est du bon divertissement et le cahier des charges est rempli. Encore le sous-texte en première place, le sous-texte de ce film étant le deuil. Chaque héros vit ou se remémore un deuil de leur vie. Le père de la Panthère Noire, Peggy Carter pour Steve Rogers, les parents d'Iron Man, etc. Mais si dans ce film aucun des héros ne meurt, l'ombre de la mort les poursuit et va les rattraper dans les prochains films. Le sous-texte du film touche aussi le complexe dilemme entre le héros et le gouvernement. Ou si le gouvernement est pourri, ils ne doivent pas l'aider, mais cela en fait des méchants. Et toutes les subtilités que cela en découle. Les personnages sont vraiment bien traités, dans leur continuité, et les petits nouveaux apportent un plus à l'histoire sans être vraiment du fanservice. Spider-Man a vraiment des répliques qui font mouche. Dommage que sa chambre soit taupe et pas du tout la chambre d'un adolescent. Et ils n'ont pas retué Bucky, et ça c'est vraiment bien. Le montage est vraiment utile. L'idée de mettre les noms des lieux où va se passer l'action nous permet de mieux visualiser les allées et venues des héros. Je m'attarde sur ce point, mais la spécialisation d'un univers est vraiment importante. Si dans la première saison de Game of Thrones, les couleurs de Port-Réal et Winterfell sont si opposées, c'est pour que dès que l'on voit du noir ou du rouge, on sait où l'on se situe. Les noms permettent aussi de ne pas se payer les éternels plans monuments de la ville en hélicoptère. Surtout mon préféré, le suppositoire de la City à Londres. Je charrie, mais quand les plans sont bien amenés, il n'y a rien de mal à les utiliser. Pas grand chose à dire à part que les acteurs sont toujours au top, chacun arrive à jouer dans ses clous, et même le nouveau Spider-Man ne semble pas être trop intimidé de jouer face à Robert Downey Jr. Le film n'a rien d'univers civil. Il aurait dû s'appeler Déchirement, Les amitiés du passé, Iron Man vs America Man, ou Thor et Hulk sont trop puissants pour ce combat, et la vision ne doit pas donner à fond. La remarque des héros se battant dans un aéroport vide a trop été utilisée pour rien. Ce n'est qu'une scène du film. Point. L'histoire du film, c'est les conséquences des actions des héros. Ce n'est en aucun cas une guerre entre les héros. Peut-être idéologique, morale ou de charisme, mais ça ne va pas plus loin. Et le choix final de Steve est très compréhensible. Il a vécu des horreurs et a fait revivre les mêmes à d'autres personnes. Il ne se considère plus comme le héros qu'il a toujours voulu être. 7. Poesia sin fina, le deuxième film du triptyque sur la vie de Jodorowsky. Je ne sais pas ce que l'on donne aux enfants vivant dans les pays hispanophones, mais ils arrivent à sortir des films tellement colorés. La réalisation de Jodorowsky n'est plus un secret, mais dans ce film, il y a une délicatesse et une insouciance sur le personnage principal.
c'est millimétré sans être cadré. Je m'explique. Si on compare très injustement les réalisations de Wes Anderson et Jodorowsky, on peut voir que Wes Anderson est très carré, chaque personnage est placé de telle sorte à ce que le cadre et le personnage ne fassent qu'un. C'est brillant et Wes Anderson est un de mes réalisateurs préférés pour cela. Mais chez Jodorowsky, c'est l'inverse. Il place la caméra en fonction du jeu des acteurs et une mouvance est ainsi brillamment créée. Le symbolisme est aussi très présent dans le film. Le cerveau essaye de comprendre chaque lumière, chaque couleur, chaque mur, chaque poème que le personnage dit. Un symbolisme sur la vie, sur l'art, sur l'insouciance. Ce film parle en premier lieu de l'insouciance. Les décors sont sublimes, ils se gravent dans ton cerveau tellement ils sont particuliers et colorés. Putain, un rouge aussi puissant n'est présent que dans les films d'Almodovar. Les acteurs sont les fils et la famille proche du réalisateur, et ils sont d'une justesse, j'avais vraiment envie de rejoindre le groupe d'artistes dont le protagoniste faisait partie. La dernière scène est vraiment poignante, et quand on sait que c'est deux frères qui doivent jouer le père et le fils, la relation entre le père du réalisateur et lui-même, le problème du film c'est qu'il n'est pas pour tous les publics. C'est un film qui donne mais qui prend aussi beaucoup. Un spectateur qui décroche peut ne pas revenir dans le film. De même, certaines scènes sont très graphiques et peuvent mettre mal à l'aise un spectateur non averti. 8. X-Men Apocalypse. Alors, par où commencer? Le caca ou le vomi? C'est une suite. De 5 films en plus. Pourquoi c'est aussi nul? Pourquoi, Bryan Singer, tu ne respectes pas ta propre œuvre? Pourquoi tu fais ça? Tellement de promesses que le film n'a pas tenu. Et pourtant dire que je l'ai défendu avant sa sortie contre toutes les critiques. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps de vie pour rien. Il est très rare que je déteste un film. Sur la totalité des films que j'ai vus, il n'y en a que 5 qui mériteraient une note inférieure à 2/20. Celui-là est à 0. Le scénario est d'un ennui et d'une redite sans nom. C'est vrai que le personnage méchant, qui a une rédemption et une famille, va forcément redevenir méchant si elle se fait tuer. Mais le méchant en question, c'est Magneto. Vous savez, le X-Men qui a un background plus important que Wolverine. Mais c'est vrai que les horreurs qu'il a subies dans son enfance, la ligne du mal qu'il essaie de ne jamais franchir, c'est pas intéressant. Comment dire? Les personnages qui ont été introduits dans X-Men le commencement ont été violés et lobotomisés. Et ils ont osé tuer Havok. Alors messieurs, on ne peut pas le tuer dans une explosion. Et on ne le tue pas. Merci. Apocalypse n'est pas un antagoniste, c'est un enfant capricieux. La force des X-Men, c'est de faire passer des messages, pas juste d'avoir un méchant qui est méchant. Magneto, Stryker, Shaw, Task, le Phénix avaient pour la plupart des pouvoirs, mais c'était des vrais antagonistes. Ils avaient une vraie motivation, la suprématie des mutants ou le fait de les transformer en armes vivantes. Après, parler des cavaliers serait rendre au film trop d'honneur. Après, l'image est moche. J'adore les images de synthèse, mais quand elles sont justement utilisées. Prenons pour comparer la scène de bataille de X-Men 3 et la scène de bataille de celui-là. Dans la première, quand Wolverine se fait déchiqueter par le pouvoir du Phénix, tu souffres. Et même si c'est des effets, c'est une scène atroce. Alors que là, c'est « Ouah, ça pète de partout, regardez du bleu, ça tourne, regardez les personnages qu'il fallait qu'on introduise pour la suite de la franchise, regardez, attention, je suis peut-être le plus grand méchant des X-Men, mais pourtant je suis tellement une merde !» Déprimant. 9. The Neon Demon. Alors, mon histoire d'amour avec Nicolas Winding Refn est assez bizarre. J'ai détesté Only God Forgives, mais j'ai salué l'image et la mise en scène. J'ai adoré Drive. Alors pour celui-là, c'est magnifique, mais l'histoire ne m'a pas envoûté comme je l'espérais. L'image est magnifique. Les plans sont éclairés d'une façon que mes yeux ont voulu les garder en tête pour des fonds d'écran internes. C'est extrêmement beau, et je le redis encore une fois, mais une belle image, c'est tellement dur à faire que je dois le souligner. Si je devais donner envie à un ami de voir ce film, je lui dirais que c'est une expérience visuelle et sonore hypnotique. J'analyse peut-être trop un film quand je le regarde, mais ce film m'a déconnecté et m'a pris dans ses bras, et le son s'est aussi imprégné que l'image dans ma tête. Mais bon, comme le réalisateur se sert du son dans Drive, ça allait forcément être réussi ici. Le film est aussi très symbolique. Le milieu où se tient le film est montré du doigt, ses défauts, ses travers, ses coups de pute. Pour aller avec l'image, les décors sont d'une beauté, même les décors réels sont mis en valeur pour être cinématographiquement beaux. Ce film est vraiment un film sensationnel dans le premier sens du terme. Le problème de ce film, et c'est pour ça que je suis resté sur ma faim, c'est les personnages. Je n'aime pas les personnages de Nicolas Winding Refn. Dans Drive, il n'était qu'à la réalisation, mais dans All God Forgives et dans celui-là, il est aussi le scénariste. Leurs décisions, leurs enjeux, leurs développements sont... Par exemple, le personnage qui loge la protagoniste est vraiment un personnage que j'avais bien aimé. Mais elle tue la protagoniste juste parce qu'elle s'est refusée à elle? Et j'ai beaucoup de questions sur les décisions des autres personnages. Le film a réussi à me faire déconnecter, mais les problèmes du scénario me reconnectent direct. 10. Batman, The Killing Joke. Un film d'animation Batman sur l'origine du Joker, qui est mon personnage préféré, toute histoire et univers confondus. C'était trop bien. Les personnages sont géniaux, que ce soit Batman, le Joker, Gordon, Batgirl. Et surtout, il n'y a pas trop de Batman. C'est vraiment la qualité principale du film.
Batman est omniprésent, mais pas sur l'écran, et ça c'est bien. Batgirl n'est pas que la sous-fifre de Batman, elle est une femme forte qui en veut et qui peut exister même sans Batman. The Killing Joke, la blague mortelle, est tellement bien amenée que quand le Joker la raconte, tu rigoles pendant 5 minutes après. Et la préparation de cette blague est hallucinante, et les dialogues en eux-mêmes font vraiment le café. Le scénario est aussi très bien écrit. Le Joker n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, il n'arrive qu'en milieu de film. Le film est très court, 1h10, mais prend son temps et arrive à développer 2 histoires, alors qu'un autre film n'arrive même pas à en raconter une en 2h30. Ce critère, je n'ai mis que pour une raison, la fête foraine du Joker et son train fantôme. Oui, oui, oui! Le Joker dans sa tête c'est une fête foraine, c'est un artiste, c'est un showman. Quelle meilleure scène de spectacle pour lui qu'un théâtre tout lumineux à ciel ouvert où tout bouge et tourne et retourne. L'inverse de la Batcave. Le film est divisé en 2 parties avec un bad guy dans chacune, mais le premier, une fois arrêté, disparaît durant tout le film. C'est bizarre de voir un personnage développé pendant 30 minutes disparaître aussi soudainement. Mais bon, le Joker est tellement mieux. 11. Insaisissable 2. Insaisissable est mon film préféré. Alors quand j'ai su que le 2 ne serait pas réalisé par le même réalisateur et qu'Isa Fisher ne pourrait pas être présente au tournage car Borat lui avait mis un enfant dans le tiroir, je n'étais pas du tout hypé pour le film. Le film est la suite parfaite. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment été très surpris, en bien. Il reprend tout ce qu'il fallait. Petite confidence, j'ai écrit le scénario. Non, sérieusement, le scénario est trop bien. Les préparations mènent à des paiements de fou. Le temps de chaque personnage principal est vraiment calculé pour qu'aucun ne marche sur les autres. Les plot twists sont vraiment très bons mais n'arrivent pas à égaler celui du 1. Les personnages sont tels que nous les avions laissés à la fin du 1, et ils reviennent pour remettre carte sur table. La nouvelle femme du groupe est un type de personnage que nous n'avions pas encore vu, et s'intègre bien à l'équipe. Les antagonistes reviennent et le personnage de Daniel Radcliffe arrive à battre les magiciens. Le réalisateur étant asiatique a mis son pays à l'honneur dans le film. Et pourtant, ça reste cohérent avec le scénario. La réalisation est assez intéressante. Bon, ce n'est pas transcendant et elle est beaucoup accompagnée d'effets spéciaux, et les scènes des tours de magie sont plus proches du corps que dans le 1 où l'on était un peu exclu des tours. Ce que je reproche au film, c'est la raison qu'ils ont donnée pour le départ d'Gislas d'équipe. Elle est partie, c'est tout. Vous aurez pu dire qu'elle est partie s'entraîner, ou qu'elle a fait un voyage initiatique, ou qu'elle attend un enfant du personnage de Jessie, et on peut la montrer une minute à l'écran enceinte. 12. Suicide Squad. Ce film, j'en ai parlé pendant des mois et des mois avant sa sortie. J'ai vu la bande-annonce plus d'une centaine de fois. J'étais content que des super vilains soient enfin mis à l'honneur dans un film sombre. Considérant Watchmen et The Dark Knight comme étant mes films de super-héros préférés, je ne pouvais pas être déçu. Le montage est vraiment horrible. Je pense que le montage d'un film est l'étape la plus compliquée et que les monteurs doivent en avoir sur la patate pour donner le meilleur film possible. Mais qu'est-ce qu'un petit monteur contre un studio ? Le monteur du film n'est pas celui crédité au générique, mais sont les monteurs de la bande-annonce. Mais si le problème venait seulement du montage, les scènes de Jared Leto, qui est aussi un acteur que je trouve vraiment intéressant à modeler, ce serait bien de toutes les mettre. Car là, ça fait un peu... Alors, il y a le Joker... Mais attendez, ce n'est pas un film sur le Joker, c'est un film sur la Suicide Squad. La production de ce film a été une catastrophe, ça a été dit et redit. Mais je pense que ce qui lui a fait le plus de mal, c'est qu'il a été interdit PG-13 et pas R. Comment on peut pas classer un film contenant le mot suicide dans son titre R ? Le film est alors super aseptisé. Les scènes de torture d'Harley ne sont pas montrées. C'est comme si à la fin de Watchmen, la scène entre le docteur Manhattan et Rorschach avait été tout simplement supprimée. Les personnages sont à chier, sauf Harley et le Joker. Le fait qu'ils entretiennent une relation moins trash que beaucoup l'avaient espéré ne me gêne pas. Et au moins j'avais une histoire cohérente à suivre pendant le film. Will Smith, son personnage est intéressant, mais le coup de la petite fille pour laquelle il veut se racheter, les méchants sont beaucoup plus imposants quand ils n'ont pas d'attache, ou elle est vraiment tragique. Ce qui rend un personnage intéressant comme double face, ce n'est pas qu'il est une fille, c'est le fait de ne pas pouvoir empêcher la corruption qui l'a rendu dingue. Will Smith aurait juste dû être un mercenaire qui tue pour l'argent, et qui veut échapper à Batman. Le mec de l'armée est juste là pour dire « je les surveille ». Et je suis l'amoureux de la méchante, donc forcément, elle ne va pas me tuer parce qu'elle m'aime. Diablo, il s'énerve, t'es mort avant d'avoir pu réagir. Le personnage de Slipknot est mort à cause du pouvoir de persuasion de Captain Boomerang. On l'explique pas plus ce pouvoir, c'est bizarre. Je pourrais parler de ces méchants qui sont plus proches du motherfucker que de Magneto pendant 1 heure, mais on va passer à la suite. Le scénario, c'est du caca, sur du caca, sur du caca. À la fin du film, Deadshot, tu tires une balle dans la tête d'Amanda et fin. Je suis sûr que même personne t'aurait dit un truc. C'est elle la seule responsable de la mort de la moitié de la ville. Alors oups, je croyais que c'était un ennemi et vous pouvez fuir. Et Harley ne va pas d'elle-même en tôle. Surtout pour une cafetière, je comprends pas cette fin, je comprends pas. Relever tous les points est impossible, comme si le mec qui faisait le scénario avait une super histoire entre Harley et le Joker et une mission pour la Suicide Squad, mais qu'un mec a écrit par-dessus « Et si on faisait un plot twist et qu'un membre du groupe les trahissait ?» On aurait dû lui répondre
laisse un peu le temps au scénario de rendre les personnages solidaires avant de mettre des discordes. Le film est l'un des plus mauvais de l'année, mais il y a une scène, la scène qui fait que je défendrai ce qu'il aurait dû être au départ, toujours. La scène des réservoirs entre le Joker et Harley Quinn. L'image, le décor, les costumes, la symbolique. Cette scène est ma préférée de l'année, juste avant la fin de Snowden. 13, un petit boulot. C'est un film qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est une agréable surprise. Premier film français dont je parle. En fait, pourquoi je mets le scénario en premier alors que ce n'est pas un scénario qui redéfinit les codes? C'est que durant tout le film, je me disais comment ça va finir. Pas du comment dans le sens la scène finale, mais comment on peut terminer ce film sans le finir sur une morale à 2 balles. Jeu de mots sur le fait que le personnage principal tue des gens. La fin est vraiment bien trouvée et le plan de fin est le meilleur de l'année. Les acteurs sont très bons. Après, Romain Duris est mon acteur préféré, donc je ne peux que le trouver bien cool dans ce rôle. Michel Blanc aussi. Je trouve que depuis le Splendide, il ne fait que des rôles de vieux cons. Et là aussi, mais il est plus en finesse. Alex Lutz est vraiment bon dans le rôle du casse-couille. Comme je l'ai dit, les personnages sont des archétypes au début, mais le scénario les transforme. Le meilleur exemple est sûrement la relation entre le protagoniste et la policière qui, au début du film, est une relation habituelle de « il faut pas qu'elle découvre ma véritable occupation », mais qui devient une véritable relation. La réalisation est intuitive et certains plans sont vraiment bien choisis. Par exemple, dans la première scène, le protagoniste fait semblant de pouvoir deviner les numéros du loto. Et avec un panoramique horizontal, on voit qu'en fait, les deux télévisions du bar ont entre elles 10 secondes de décalage. Les personnages sont bons, sauf celui de son ami. Je ne comprends pas pourquoi ce personnage est présent. Oui, c'est le propriétaire de la station, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se fait chier tout le temps. 14. Miss Peregrine, film de Tim Burton, digne successeur de Charlie et la chocolaterie, deuxième film préféré de l'année. Le personnage principal et moi sont la même personne. Je m'explique. Je me suis totalement identifié à ce personnage à la seconde où il y a eu la présentation de son passé. On a vécu les mêmes choses, alors comment je pouvais sortir du film après ça? Les autres personnages sont bons, les enfants sont écrits tels qu'ils devraient être, avec des enjeux pour chacun, et surtout des facilités scénaristiques qui ont été évitées surtout avec le marionnettiste. Les personnages dans les films de Tim Burton sont vraiment pour moi toujours très intéressants, ni trop lisses ni trop méchants, pour être méchants. Le scénario est vraiment bien, le meilleur paiement de l'année, avec les squelettes. C'est un conte. Je le comparais à Charlie et la chocolaterie. Je pense qu'il est son évolution. Même si les messages sont inverses, dans le premier c'est un enfant qui rêve de la chocolaterie mais qui va se rendre compte que la chocolaterie ne vaut rien contre sa famille. Dans celui-là, le héros fuit un quotidien morne où les fantômes des histoires de son grand-père planent sur lui. Et il va découvrir une nouvelle véritable famille. Les décors sont ouf pour la plupart. Les décors voulant illustrer la vie réelle du héros sont une banalité. Mais dès que l'on passe de l'autre côté, manoir, train fantôme, bateau englouti, cirque, les thèmes chers au réalisateur. Les acteurs sont vraiment bien. Assa, que j'ai pu découvrir dans Hugo Cabret, continue ce bonhomme de chemin et je le clame, va être un des acteurs à suivre dans les prochaines années. L'actrice jouant Emma a vraiment un jeu professionnel tout en nuances. J'aime aussi beaucoup la classe dégagée par Eva Green et la folie de Samuel L. Jackson. Le casting des enfants est vraiment bon. Tous sont au même niveau et l'amusement est clair sur leur visage. Le père est un peu moins dans l'allure générale, mais son rôle exige de lui d'être en retrait et un peu morose. Le problème du film, c'est qu'il est peut-être un peu long à démarrer. C'est vrai qu'il faut montrer le décalage du héros avec le monde, mais quand on voit enfin les enfants, on est soulagé. 15. Captain Fantastic. Le film le plus intelligemment traité de l'année. Je ne connaissais rien du film en y allant, mais quand il s'arrête, tu en veux encore. Les personnages sont le point fort du film. Ils sont tellement bien traités, ils appuient là où ça fait mal. Ils ont des dilemmes qu'eux-mêmes résolvent. Le fait que les enfants soient instruits sur tout et qu'aucune de leurs questions ne reste sans réponse, nous montre des enfants qui ont des réflexions d'adultes et que l'enfant parmi eux, c'est leur père. Le sous-texte est omniprésent dans le film. Un sous-texte sur l'éducation, les tabous, la religion, la société, le deuil, le consumérisme, etc. La simplicité du film permet de faire passer des messages importants très facilement. Les acteurs sont injustes. On dirait presque un documentaire sur leur mode de vie plutôt qu'un film. Surtout, je rappelle, pour ce film comme le précédent, que les enfants sont vraiment durs à faire jouer. Ce n'est pas une question de jeu. Des fois, les enfants sortent plus rapidement ce que le réalisateur souhaite que les adultes. C'est leur attention qui fait défaut. Un tournage, c'est vraiment éprouvant. Et refaire une scène que l'enfant sait qu'il a réussi va le saouler vraiment vite. Et Vigo, que je n'ai pas reconnu de tout le film, ce n'est que quand il a raté sa barbe que j'ai crié dans la salle « Aragorn !» La réalisation colle. La réalisation d'un film doit être adaptée à son sujet. C'est bateau comme phrase, c'est vrai. Une autre réalisation n'aurait pas donné le même film. Bon, c'est aussi bateau. Cette réalisation un peu lyrique colle donc vraiment bien. Et pour l'exemple, la scène dans le bus avec la caméra placée de telle sorte à voir Vigo et un rétroviseur m'a donné un coup. En plus, dans cette scène, le scénario met un coup dans un sujet sensible, encore plus une raison de me souvenir de cette scène. Le problème que j'ai rencontré, c'est l'environnement autour de cette famille. Comment les grands-parents des enfants les ont laissés vivre dans la nature tout le temps? 16. Doctor Strange. En un mot, Benedict. À un moment où le thème des super-héros commence à faire chier beaucoup de personnes, moi jamais j'aime tellement ça, un héros vient introduire la magie dans le MCU. Et ce héros est Doctor Strange. Il y tient. Et il a avec lui le meilleur personnage du film, la cape. La cape enchantée, qui est d'une puissance. Le bibliothécaire est aussi vraiment un bon personnage.
Qu'ils n'ont pas tué, ça se souligne. Un peu plus de mal avec le personnage de l'ancien, mais c'est qu'une chauve ça fait malade. Et le dragon, personnage avant-boss, joué par Mads Mikkelsen, est un vrai méchant qui est écrit vraiment différemment des stéréotypes. Les acteurs avec Benedict Senpai en tête sont vraiment bien. L'acteur jouant le bibliothécaire a une aura de puissance. On se sent tout petit face à lui. Madame Adams joue le love interest, mais a une force et c'est elle qui le quitte. Et il faut souligner la performance de Benedict Cumberbatch. Au début, ça devait être Joaquin Phoenix, mais ça n'a pas abouti. Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je comprends. Phoenix est un acteur sensationnel, notamment dans Her, mais il ne collait pas à cette version du Doctor Strange. Et Benedict fait un travail vraiment splendide. Les décors sont vraiment soit sobres, soit en images de synthèse bien faites. Le temple asiatique est vraiment bien retranscrit et les endroits où sont situées les entrées du temple sont vraiment beaux, tel le musée où il y a la cape. Je parlais images de synthèse et effets visuels. Ils sont légion dans le film. Les tripes, les projections astrales, les combats en 20 dimensions, la dimension miroir et la dimension sans temporalité, c'est vraiment bien fait, comparé à d'autres. Ça aurait pu être gerbant ou épileptique, mais non. J'avais un putain de sourire durant le générique. Mais il y a eu la deuxième scène post-générique. Et c'était de la méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite. Pourquoi il a fait ça ? Et pourquoi il est devenu méchant ? La Terre est sauvée, non ? On dit pas aux grands mots les grands remèdes ? 17. Snowden. Snowden est l'un des films que j'attendais le plus. Son histoire est vraiment pas facile et heureusement qu'il n'est pas en prison. C'est fou de dévoiler la vérité et d'être condamné pour cela. Je suis désolé mais à un moment il n'y a plus d'État qui tienne. Si un État tuait tous les jours un enfant mais que personne n'était au courant et que quelqu'un dévoile la vérité et qu'on le mettait en prison, ce serait pas juste. Ce film génial a la meilleure fin de l'année. Les acteurs sont au top. Jason Gordon-Levitt en tête. Nicolas Cage est inattendu dans le film et aurait peut-être dû avoir plus de temps d'antenne. La femme de Snowden est vraiment magistrale. À chaque scène, je pensais qu'elle allait le frapper et s'en aller pour ne jamais revenir. Et les collègues de Snowden sont aussi trop cool. Le rythme dans un biopic est vraiment le critère avec lequel jouer est le plus dur. Il faut montrer toute une vie en maximum 2h30. Alors il y a des scènes qu'il faut éluder et d'autres allonger. Par exemple, dans un biopic sur la vie de Victor Hugo, on va chercher l'émotion avec la mort de sa fille noyée. Cela va faire 10 minutes dans le film. Alors que son exil politique peut être réduit à 20 minutes. Les dialogues sont vraiment instructifs et ils nous plongent vraiment dans la réalité décalée de Snowden. Et le dialogue de fin fait par le véritable Snowden est bluffant. Le sous-texte est un peu le thème du film, la surveillance non-stop de la NSA. Après avoir vu le film, tu ne sais pas comment réagir. Moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Je n'imagine quand même pas la révélation aux États-Unis à l'époque. Ça devait être horrible pour certaines personnes. Ce n'est pas vraiment un défaut, c'est un détail que j'ai remarqué qui fait bien marrer. C'est durant une scène située dans les locaux top secrets. Snowden porte un pull rouge où au niveau de son plexus, il y a une bosse sur le plan de taille. Cette bosse est faite par un micro-cravate que porte Jason Gordon-Levitt pour la prise son qui ne pouvait ou qui était difficilement faisable à la perche. C'est juste marrant de voir Snowden qui bosse dans des locaux top secrets se promener avec un micro sous son pull. 18. One Piece Gold. Un film One Piece parce que j'aime One Piece. Le scénario est vraiment bien, tous les personnages sont toujours aussi bien travaillés et le feat trouve le moyen de nous faire encore bien marrer. Comme on a l'habitude avec les personnages de One Piece, le méchant est méchant pour une bonne raison. Il vit sans avoir fait le deuil de sa femme qui est morte parce qu'il ne pouvait pas la racheter à ses de fils de Tenrubito. Il vit maintenant dans le but d'être l'homme avec le plus de richesse. Il est peut-être maintenant l'homme le plus riche, mais la mort ne peut pas être achetée. L'animation est éblouissante. Les attaques sont d'une puissance et d'un détail. Les animations sont vraiment superbes aussi petites qu'elles soient. La bande sonore du film est vraiment cool et colle vraiment bien avec le monde du casino et de l'entertainment. Un casino dans un monde de pirates. Mais bien sûr. Putain de merde, comment on peut faire des décors aussi gigantesques, aussi détaillés, aussi mouvants ? L'or omniprésent te défonce l'œil, c'est hallucinant. Le problème que j'ai avec ce film, c'est que Zoro est HS super vite. Zoro est mon Mugiwara préféré. Son sens de l'orientation aurait pu être très marrant à voir dans un casino. Heureusement qu'il y a la scène d'intro et le combat final. 19. Mademoiselle. Un film dont les louanges étaient trop nombreuses pour ne pas aller le voir. Putain, quel film. Le scénario est séparé en 3 parties avec un point de vue différent à chaque fois. L'histoire vogue sur une tranche de vie dramatique, puis sur un thriller, puis sur une vengeance. Il y a des scènes vraiment crues mais poétiques, et mélanger le coréen et le japonais est vraiment une bonne idée, au point de vue de la servante qui se retrouve perdue ou pour les plot twists qui sont justifiés par la non-compréhension. Les acteurs sont au top. L'actrice qui joue la servante est vraiment candide et sa supérieure est dans un double jeu d'acteur et un double jeu dans le scénario. Le connard est un connard et le père est un père asiatique hardcore. C'est la première fois que dans un film je me suis dit que les scènes n'étaient pas complètes ou coupées trop tôt. En fait, certaines scènes sont vues sous l'œil de plusieurs personnages et un bout est montré à un moment, puis l'autre plus tard dans le film. Le rythme est vraiment bien géré, les scènes s'enchaînent bien et comme je l'ai dit, les redis sont judicieusement utilisés. Et le ton passe aussi vraiment bien d'amusant à triste. Le rythme est peut-être bien mais le film est un peu long. Pas qu'il aurait dû être raccourci mais lorsque la troisième partie arrive enfin, je me suis dit qu'il restait encore longtemps. Bon, après cette troisième partie est géniale. 20. Iris. Encore un film dont on n'a pas entendu parler plus que ça, mais Romain Duris oblige. Et quel film!
Les acteurs sont géniaux et la prochaine fois que j'entends une remarque désobligeante sur le jeu de Charlotte Lebon, je lui fais bouffer le DVD entier, pochette comprise. Romain Duris c'est aussi bien, peut-être un peu trop I am the dark. Et sinon les autres acteurs sont très bons aussi, surtout le réalisateur qui a une scène au sol qui n'est pas facile à jouer du tout. Le scénario est un thriller à diverses lignes et enjeux, et c'est vraiment bien amené. La fin est très cohérente avec ce que le film nous a vendu. C'est vraiment le genre de film qui devrait pulluler au cinéma, pas uniquement des comédies ou des drames sociaux. Je n'ai rien contre, mais le cinéma français devrait être un peu plus éclectique. La réalisation n'est pas bonne, elle passe toute seule. Les plans sont vraiment bien utilisés et certains, comme les gouttes d'eau qui tombent vers l'objectif, sont vraiment bien trouvés. L'imagerie du film avec ses bleus et noirs est magnifique. L'imagerie unique d'un film est primordiale. Le défaut de négliger cette imagerie commence à se corriger en France, mais il est, je trouve, encore trop présent. Un film doit avoir une couleur. Genet l'a très bien compris, mais c'est vrai que ça prend du temps et de l'argent à Nisa l'honneur, donc faisons le strict minimum avec lui. On a le mixage son après. Le rythme du film est bateau. Il y a des scènes bien trop longues où le message de la scène est déjà passé et des scènes qui auraient dû s'attarder un petit peu plus. De plus que les personnages sont souvent seuls et quand un personnage est seul, il se passe une distorsion du temps s'il n'est pas constamment en mouvement. Si je vous montre deux scènes de même durée avec un personnage seul et l'autre avec deux personnages, vous me direz forcément que celle avec deux personnages est plus courte. 21. Les animaux fantastiques. Je n'étais pas trop fan d'un préquel à Harry Potter, mais en fait, c'est bon de revoir le monde des sorciers. Les personnages sont vraiment bien écrits. Bon, après, c'est J.K. Rowling, la scénariste. Elle n'a plus qu'à éviter le genre du « tiens, ils ont exactement la même valise ». Les beaux trucs sont les personnages les plus beaux que j'ai vus en images de synthèse. Les personnages principaux ont un vrai background, pas trop volumineux mais suffisant pour qu'on s'attache à eux. La Légitimène, qui est un peu candide, mais vraiment sincère. Le héros est un peu burtonien sur les bords, avec sa nonchalance et le fait qu'il soit un être solitaire dans son monde. Le Moldu est vraiment intéressant. Il n'est pas seulement un personnage de type Laurel dans Laurel et Hardy, mais il a aussi beaucoup de profondeur. Je pense qu'il devait être plus présent au premier jet, mais qu'il a été un peu mis sur la touche dans le dernier acte. Et quand la méchante meurt, j'ai hurlé un oui dans le cinéma, quelle pute c'était! Les acteurs sont vraiment bons. Eddie est génial dans tout ce qu'il fait. Tous les autres acteurs se débrouillent bien aussi. J'ai quand même un peu de mal avec l'actrice qui joue la détective, un physique trop commun pour le rôle fort qu'elle doit porter. Mais je pense que la coiffure n'aide pas. Les décors sont magnifiques. Je veux aller dans cette valise. Je veux y aller dans cette valise. Cette valise est d'une beauté avec ses différentes biozones. Le ministère de la magie est aussi majestueux et la salle de mise à mort est très neutre. Mais qu'est-ce que j'aimerais pas me retrouver à l'intérieur? C'est en fait une histoire de contraste. Les murs blancs et le sol en eau visqueuse noire met de suite mal à l'aise. L'histoire se coupe en deux, l'histoire de la valise et l'histoire de l'obscurial. C'est vraiment bien découpé, les scènes s'enchaînent bien et on n'est pas perdu lors du passage de l'un à l'autre. Le problème du film est le personnage de Colin Farrell, qui est très prévisible. C'était sûr que c'était un méchant dès le début. Je fais un regard dur, je fais la gueule. J'envoie les héros en mise à mort sans réelle preuve. Ce personnage est vraiment bizarrement écrit. Je sais pas, Grindelwald est bien plus puissant que Dragono, mais bon, on verra le prochain où Albus, plus jeune, arrive. 22. Vaiana. J'allais vers ce film à reculons et une claque m'a effleuré la joue pour me prouver mon erreur. Les animateurs, vous êtes des fous. Jamais j'aurais la patience de faire ça. L'imagerie de ce film est grandissement gigantesque. Je suis thalassophobe et ce film ne m'a jamais fait sentir mal à cause de l'eau. Bon, je n'aimerais pas être non plus sur leur bateau. L'océan ou le crabe sont d'un niveau de détail que mon cerveau n'arrêtait pas de répéter. Regarde, c'est des gens qui l'ont fait à la main. Bon, avec des ordinateurs, mais je vois pas comment sans. C'est vraiment magnifique. Je le répète parce qu'il faut le souligner pour les personnes qui l'ont fait. Les musiques sont vraiment envoûtantes, au même niveau que La Reine des Neiges, mais en dessous de I See the Light de Réponse. Elles sont brillamment réalisées, mais mal traduites. Non, pas mal traduites, bizarrement traduites. Ce qui donne, sans faire exprès, un autre sens à certaines chansons. Mais ce nouveau sens développe une autre facette du personnage. Il faudrait que je vois dans les autres langues les choix des traducteurs. Les personnages principaux et leurs sous-textes ont déjà eu maintes analyses. Mais je voudrais parler de deux d'entre eux, Hei Hei et Tamatoa. Hei Hei est un personnage marrant, mais aussi le paiement le plus bizarre que j'ai vu. Il ne sert vraiment qu'à la fin pour manger la pierre. Mais ce personnage est vraiment drôle. C'est vrai que le comique de répétition ne peut ne pas plaire à certaines personnes, mais moi ça me fait toujours rire. Tamatoa est un personnage qui aurait pu être plus développé, mais j'adore sa dernière phrase. Le « vous avez aimé la chanson ?» J'ai répondu oui en hurlant dans la salle. Moralité, n'allez pas voir un film avec moi. Sinon le reste des personnages sont bien. La grand-mère meurt mais elle se réincarne. Surtout que les Raymanta, bah c'est cool. Quand même, Vaiana est trop badass et cool. Les comédiens de doublage, j'ai failli dire les doubleurs, et me faire assassiner froidement. Ils sont vraiment au top. J'ai appris après la séance que c'était Anthony Cavana qui doublait Maui. Et ben j'ai halluciné car je n'avais absolument pas reconnu sa voix. Bon, maintenant que je le sais, il a des sonorités familières. Et Cerise a une voix qui me transcende que je pourrais écouter pendant des heures. Il y a des sonorités dans sa voix que je n'ai jamais entendues nulle part. Je trouve que l'île de Te Fiti arrive trop vite. On ne sent pas le temps qui passe sur le bateau. On dirait qu'ils sont partis depuis 2 jours. Si c'est le cas, d'accord. Mais les enjeux psychologiques des personnages ne peuvent pas être résolus en 2 jours. C'est un peu le problème des films road trip, qui ne montrent pas le derrière du voyage. Bon après là c'est que du pinaillage. 23. Ballerina, la plus grosse surprise de l'année. Un film d'animation französisch, vraiment bien, intelligent, drôle,
touchant. C'est mon troisième film préféré de l'année. Le scénario est bon, c'est émouvant, les thèmes et les tons brassés sont vraiment très diversifiés. Les personnages sont d'un niveau très élevé. Tous les personnages du film évoluent et ne sont pas que des stéréotypes. Par exemple, le surveillant du pensionnat va passer de l'aigreur à l'adoration par le public, alors qu'il aurait pu être juste un obstacle qui empêche l'héroïne de réaliser son rêve, mais non, elle est celle en qui il a toujours cru. Tous les personnages sont comme ça, l'ex-danseuse, le maître à danser, etc. Le design de ce personnage est trop beau. Il a une tête sévère mais son rictus est accueillant et chaleureux. Le rythme du film est effréné, pas une seconde de répit. Le film n'est pas très long mais j'avais encore l'impression qu'il avait duré qu'une demi-heure. Les décors sont majestueux. L'opéra, la Statue de la Liberté de New York, la demi-tour Eiffel, l'ancien Paris. C'est beau, propre, nickel. Peut-être un peu trop. Le scénario est peut-être génial, mais qu'est-ce qu'il est prévisible. Tous les événements sont vus à des kilomètres. Mais je m'en fous, car je n'étais dans la salle que le petit garçon qui découvre un film pour la première fois. Ce film devrait être montré à tous les écoliers de France, car tous les points dramatiques d'un scénario y sont présents. Après avoir vu beaucoup de films, ils sont prévisibles. Mais pour un enfant, savoir que la dame a été une ancienne danseuse et que l'héroïne ne va pas se faire éliminer au premier tour, ça le fait kiffer. Montrez ce film à un enfant, et il va vous raconter des histoires surprenantes plus tard. Alors passons aux autres films que j'ai vus. Voilà le tour d'horizon des films de 2016. À l'année prochaine.